J'avais envie de réaliser cette vidéo pour nous interroger sur un soin très courant qui concerne autant les aides-soignantes que les infirmières, c'est le soin d'hygiène ou la toilette. Alors pourquoi s'interroger sur ce soin d'apparence banale ? Eh bien parce que justement c'est loin d'être un acte banal. Parce que c'est généralement un soin qui est dévalorisé, dévalorisant même pour certaines soignantes, parce qu'aussi il est source d'agressivité chez la personne malade. Je pense par exemple à une personne atteinte de troubles neuroévolutifs en EHPAD qui peut refuser une toilette. Donc c'est un soin qui est assez courant d'apparence, mais qui pose de véritables problèmes au quotidien, autant pour les personnes malades que pour les soignants. Et il me semblait justifié de chercher à comprendre les raisons de ces difficultés, et puis aussi de redonner tout son sens et toute son importance à ce soin si particulier qu'est le soin d'hygiène. Comme je vous l'ai dit en introduction, le soin d'hygiène est un soin courant, autant pour les aides-soignantes que pour les infirmières. Moi-même, en tant qu'infirmière, dans ma vie professionnelle, combien de toilettes j'ai pu faire ? Peut-être des centaines et des centaines. Et vous voyez, ce soin d'hygiène, ce n'est pas un simple lavage. Nous ne sommes pas, nous soignants, des machines à laver. Et malheureusement, c'est souvent le cas dans certains EHPAD ou certaines structures hospitalières qui accordent peu de temps et peu de place à ce soin pourtant si fondamental qu'est le soin d'hygiène. Le risque, en fait, c'est que, vu que ce soin est très courant, c'est qu'il tende à se généraliser de façon automatique, à se banaliser. Et je vous rappelle l'étymologie de banal, banal qui vient du vieux français ban, qui signifie territoire soumis à la volonté d'un suzerain. Le suzerain au Moyen-Âge, c'était un seigneur, c'est-à-dire qui est à la disposition de tous. Donc relié au soin, quelque chose de banal, c'est standardiser un soin. Et comme tout acte que l'on fait très souvent, il peut devenir machinal, avec cette possibilité, ce risque d'objectiver la personne, c'est-à-dire de la réifier. Et réifier, ça veut dire de ne plus la voir comme un individu, comme un sujet, mais comme un objet. Pour Hannah Arendt, dans ses travaux sur la banalité du mal et sur le totalitarisme, elle nous dit que un homme banal est un homme qui ne pense pas. Avec le danger, vous le percevez, que comme cet homme ne pense plus, il va chosifier l'être humain devant lui. D'où l'importance, il me semble, de nous interroger sur nos pratiques professionnelles en y remettant de la conscience. Ce soin d'hygiène est un soin très particulier pour la personne malade. Le soin d'hygiène, c'est d'abord une rencontre. La rencontre de deux corps. Un corps qui va être mis à nu, c'est-à-dire le corps de la personne malade, et un corps qui reste habillé, le corps du soignant, habillé et même ganté. Et vous voyez déjà que c'est une rencontre inégale, asymétrique, entre un corps nu et un corps habillé. Et ce geste de déshabiller est loin d'être anodin, avec toute cette symbolique qu'il représente. Nous-mêmes, quand est-ce que nous allons être déshabillés ? Eh bien pour un acte sexuel. Et qu'est-ce que ce geste peut représenter, par exemple, pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer qui ne comprend plus ce qu'on lui fait ? Eh bien, elle va avoir de la résistance parce que pour elle, cet acte de déshabiller peut être considéré comme un acte de violation de son intimité, de son intégrité. Donc elle peut s'y opposer très fortement. Et je me souviens d'ailleurs, quand je travaillais dans un EHPAD, d'une dame qui refusait totalement d'être déshabillée, d'être mise à nu, et elle refusait la toilette très fortement, elle nous griffait, elle nous insultait. Elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et on a su
quelque temps plus tard, que cette dame avait subi des viols dans son enfance. Donc imaginez tous les souvenirs qui peuvent ressurgir à cet acte de déshabiller quelqu'un. Il y a autre chose aussi qui me semble important dans ce soin d'hygiène, c'est pourquoi se laver et pour qui. Et ça peut engendrer aussi de l'agressivité chez la personne malade. Parce qu'en effet, nous, pourquoi on se lave ? On se lave déjà pour soi, pour être confortable, pour sentir bon, se sentir beau, belle, pour notre bien-être. Mais pas que, on se lave aussi pour les autres, pour être agréable aux autres, pour être beau, belle à regarder aussi. Mais quand on est âgé ou quand on est atteint d'une maladie neuroévolutive et que, par exemple, je ne sais pas, personne ne vient nous voir, on peut se poser la question, pour qui ? Pourquoi je vais me laver aujourd'hui ? Et vous voyez qu'il peut y avoir une perte de sens et entraîner de l'agressivité au moment de la douche, puisque la personne ne trouve plus les raisons à cet acte de la vie quotidienne. On peut rencontrer aussi des résistances pour réaliser ce soin, parce que l'on va rentrer dans l'intimité de la personne, voire de son intime. Et il me semblait important là de faire la distinction entre intimité et intime, de parler un peu de ces deux notions. Se mettre à nu devant plusieurs soignants, parfois qu'on connaît, parfois que l'on ne connaît pas du tout, ça peut être extrêmement perturbant. Les soignants entrent dans l'intimité des patients sans être leur intime, sans être de ceux qui font partie du cercle restreint de la vie privée. Alors ça, c'est Laure Marmillou qui l'écrit dans son livre « Donner la vie à la relation de soins ». Et vous voyez qu'il y a une différence entre intimité et intime. Plus que l'intimité de la nudité découverte pour les nécessités du soin, c'est l'intime, la vie profonde de cette femme, par exemple, qui est fondamentalement touchée. Et Jacques Ricot distingue dans son livre « Éthique du soin ultime », il fait la distinction entre intimité et intime. L'intime, nous dit-il, est d'une certaine façon un fort intérieur. L'intime renvoie au secret, à l'invisible, à l'insondable, à l'impénétrable, à la différence de l'intimité qu'on peut définir comme ce qui est séparé du dehors. L'intime, ce qui tient entre deux mondes, l'intérieur et l'extérieur. Et vous voyez que dans ce soin d'hygiène, la distance intime et la distance de soin sont très souvent mêlées, entremêlées. On entre dans l'espace intime de la personne. D'où la nécessité vraiment de protéger l'intimité de cette personne. Une serviette, par exemple, sur ses parties intimes, sur la poitrine dénudée de cette femme. L'importance aussi de la confiance qu'a la personne malade envers le soignant. Et puis, dans cette intimité du soin, c'est important de réfléchir et de faire attention à la façon dont je vais entrer dans l'espace intime de cette personne malade. Je ne vais pas y entrer de façon trop subite, trop brusque. Je vais peut-être y entrer au fur et à mesure. Et ça demande déjà de s'interroger sur comment je vais rentrer dans la chambre. Ça commence déjà par là. Comment j'entre dans la chambre? Comment je m'approche de la personne? Comment j'entre dans son espace intime? Et puis, il y a le fait d'entrer dans son espace intime, mais il y a aussi le fait d'en sortir. D'en sortir peut-être sans brusquerie, et peut-être pas de façon trop rapide. Donc soigner à la fois son entrée dans l'espace intime, mais aussi sa sortie. Cette intimité, cet intime, nous ramène au toucher. 85% des soins infirmiers demandent un contact physique très rapproché. Quand on va faire un pansement, quand on va placer une perfusion, quand on va faire une prise de sang, quand on va effectuer un soin d'hygiène, eh bien nous allons toucher la personne.
Et vous voyez que c'est un moment délicat de contact et de tact. Et dans ce toucher aussi, il y a quelque chose qui me semble important, c'est que, alors là je parle pour des personnes en EHPAD par exemple, certaines ne sont quasiment plus touchées, certaines n'ont plus de famille, n'ont plus de proches, et on va les toucher pour des soins douloureux ou désagréables. C'est pourquoi il sera vraiment important de soigner notre toucher et de lui apporter toute la délicatesse possible. Le toucher, il est très important pour l'être humain, et là je fais référence aux travaux de Donald Winnicott sur la théorie de l'attachement. Le bébé peut avoir de graves troubles mentaux s'il n'est pas touché, s'il n'est pas regardé. Et tous les êtres humains, en fait, ont besoin d'être touchés. Bien sûr, certaines personnes n'aiment pas être touchées, mais il sera d'autant plus important de soigner notre toucher lors de la réalisation de ces soins, et là, plus principalement dans ce soin d'hygiène. Et puis, ce toucher, le sens du toucher, c'est le seul sens où je suis moi-même touchée. C'est-à-dire, je vais toucher l'autre, l'autre se sent touché, et en même temps, je peux sentir l'autre. Et là, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle « Le toucher dans le soin ». C'est un sens de la réciprocité. Et en anglais, ils ont ce terme de feeling qui veut à la fois dire toucher par le geste, mais aussi ressentir, c'est-à-dire au niveau des émotions. Et puis ce temps aussi de la toilette peut être un moment très délicat et très inconfortable, autant pour le soignant que pour le patient, quand nous allons arriver aux parties intimes. Et là, on a une étrange expression pour évoquer cet acte, on va dire « je vous fais le bas ». Qu'est-ce que ça veut dire faire le bas Je vous fais le bas pendant que vous faites le haut. Vous voyez, il y a comme une certaine gêne, un peu de honte de la part de la soignante ou du soignant. Et puis, bien sûr, aussi pour le patient ou la patiente. Alors moi, ce que j'ai pu dire, c'est quelquefois pour rassurer les personnes, leur dire « Oh, vous savez, j'en ai vu d'autres ». Mais au final, je ne pense pas que c'était la juste façon de rassurer ces personnes. Parce que, certes, j'en ai peut-être vu d'autres, mais c'est nier que face à moi, j'ai un être singulier et que peu importe tous ceux, toutes celles que j'ai vus avant, c'est toi, toi avec un T majuscule, le toi de Paul Ricoeur ou de Martin Buber, c'est toi qui es devant moi, toi avec ta singularité, ta particularité. Dire à quelqu'un, mais vous savez, j'en ai vu d'autres, c'est peut-être le noyer dans une masse humaine, et du coup, il ne se sent pas pris en considération. Et je ne pense pas que ça le rassure. Et pour Bachelard, il disait « le moi s'éveille par la présence du toi ». Encore faut-il que cette présence soit bienveillante. On aspire à la reconnaissance, au regard d'autrui, et en même temps, on peut aussi le craindre, ce regard. Un regard froid, voire indifférent. Donc vous voyez cette toilette très, très forte en symbole. Un autre symbole tout aussi important, c'est le miroir. Dans toute salle de bain, alors je ne sais pas, peut-être que chez vous c'est peut-être différent, mais en tout cas, dans toute salle de bain, nous retrouvons le fameux miroir. Et ce miroir, qu'est-ce qu'il nous raconte sur nous? Quand vous vous regardez le matin dans le miroir, qu'est-ce qu'il vous réfléchit? Le terme miroir vient du latin mirare, ça veut dire s'étonner, regarder attentivement. C'est un symbole fort, c'est un peu le miroir sur soi, le miroir sur sa vie. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui, quand on allait dans la salle de bain, détournaient le regard du miroir. Ou alors elles me disaient « Ah, regardez comment je suis devenue ». C'est le renvoi de l'image, parfois d'un corps meurtri. La mammectomie, par exemple, de cette dame, elle se voit mutilée dans le miroir. Et ce miroir, il lui rappelle tous les jours qu'elle est meurtrie dans son corps de femme.
Donc vous voyez, la salle de bain est loin d'être un lieu aussi anodin. Et comme disait Jean Cocteau, les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image. Et puis pour finir aussi avec ces miroirs, chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, l'un des symptômes de cette maladie, c'est de ne plus se reconnaître dans le miroir. Et je me rappelle d'un monsieur qui refusait la toilette parce que, et ça encore une fois on l'a su, mais en décortiquant les choses et en s'interrogeant aussi, mais ce monsieur en fait, quand il rentrait dans la salle de bain et qu'il observait le miroir, celui qu'il voyait face à lui, ce n'était pas lui, c'était un étranger. Du coup, il refusait la toilette parce qu'il nous disait « qu'est-ce qu'il a lui à me regarder ?» Donc, vous voyez, c'est vraiment important, avant de dire par exemple qu'une personne a des troubles du comportement, d'aller essayer de comprendre ce qui se passe déjà pour elle. Parlons aussi de cette notion de dépendance. Dépendre de quelqu'un. Ça aussi, ça peut être source d'agressivité et la personne peut refuser aussi la toilette pour ça. Être dépendant, dépendre de quelqu'un pour des gestes aussi simples, pour nous qui sommes en bonne santé, que de se laver ou de s'essuyer les fesses. Ça peut être très vulnérabilisant pour une personne. Il peut surgir chez cette personne de la colère, devant la frustration à ne pas pouvoir faire seul un acte aussi anodin, par exemple, que de se laver. Et selon l'éducation des gens aussi, c'est inconcevable, il faut se débrouiller seul. On a parlé de la dépendance, parlons aussi en même temps d'une aide mutuelle. Là, on a surtout vu les dissymétries qu'il existait entre soignants et personnes malades. Eh bien, voyons aussi que, en même temps, c'est une aide mutuelle que s'apportent le patient et le soignant. Alors, je m'explique. Dans ce soin d'hygiène, il existe une philosophie de l'interdépendance, d'un élan double et d'une relation symétrique d'humain à humain. Je t'aide, en tant que soignant, je t'aide, mais en retour, tu me soutiens, toi, malade. Alors attention, quand je dis « tu », ce n'est pas pour vulgariser la personne malade, c'est un « tu » avec un « T » majuscule. Alors je t'aide à te laver, je t'aide à effectuer les actes de la vie quotidienne, je t'aide à t'habiller, et en retour, toi qui es malade, tu me soutiens aussi, moi qui suis soignante, dans mon besoin de me sentir utile, d'être considérée, moi aussi. Et vous voyez, le soigné et le soignant se confondent. Ils deviennent non plus un chacun, mais un ensemble, réunis dans une humanité commune. Chaque interaction, chaque action de l'être humain est mue par un désir. C'est un petit peu le jeu qui ne peut pas exister sans le tu. Et c'est ce que nous dit Winnicott lors de sa conférence en 1970, quand il s'adresse aux médecins et aux infirmières, il leur dit « Nous avons besoin de nos patients autant qu'ils ont besoin de nous ». Sous-entendu, il n'y a pas de médecine sans patients. Et c'est aussi, comme nous le souffle Winnicott, peut-être pour le soignant, c'est d'accéder à un besoin de réparation personnelle en aidant l'autre, et donner aussi du sens à sa vie et à son métier. N'oublions pas aussi que le patient a des ressources. Cette personne face à moi a des besoins bien sûr qui ne sont pas satisfaits, et en même temps il possède aussi ses propres ressources. Et ça va être important pour nous, en tant que soignants, de les valoriser, d'encourager la mobilisation de ces ressources pour préserver son autonomie. Et c'est pour ça qu'il sera tout aussi important, pendant la toilette, même après avoir fini la toilette, de remercier la personne malade. Alors de remercier de quoi ? Eh bien, de l'aide qu'elle nous a apportée, même minime soit-elle. La remercier d'avoir levé le bras, de s'être tenue debout pendant quelques minutes, malgré ses douleurs. Et remercier, c'est reconnaître à nouveau l'autre. C'est exprimer sa gratitude, lui dire qu'il a contribué pour nous, par son aide. Et ça, c'est des paroles profondément humaines.
Les animaux, les plantes ne se remercient pas, du moins pas à ma connaissance. Et vous voyez, c'est remettre sur un plan symétrique la relation soignant-soigné, qui devient donc une relation d'humain à humain. Je t'aide et tu m'aides et je t'en remercie. C'est valoriser et permettre à la personne malade aussi de se sentir utile. Le soin d'hygiène est bien souvent dévalorisé par certains EHPAD, certaines structures hospitalières qui ne lui accordent que peu de temps et de moyens. Et il me semblait important que ces structures changent leur regard sur ce soin si précieux, qui demande un réel investissement, qui demande du temps, et permettre aussi aux soignants de retrouver là ce pourquoi peut-être ils ont fait ce métier, et éviter ainsi le découragement, la colère ou l'épuisement de beaucoup de soignants qui ne se reconnaissent plus dans les valeurs mercantiles de ces hôpitaux ou de ces EHPAD. Alors je tiens à rajouter que je ne fais pas une généralisation. Certains EHPAD, certains établissements de santé gardent encore cette culture du prendre soin et donnent les moyens aux soignants pour prendre soin des malades. Le soin de la toilette, dans un contexte hospitalier, peut être entrevu de multiples manières. Sous l'angle de l'organisation hospitalière, où s'ordonne et se coordonne une succession de tâches, la toilette est un acte parmi d'autres sur cet objet particulier qu'est le corps de l'autre. Et quand l'hôpital prend parfois l'allure d'une usine des corps, on ne s'étonne pas que le tour des pansements fasse suite au tour des toilettes, sans que quelque chose de l'ordre d'une rencontre interpersonnelle ait pu être envisagé. Inversement, quand l'autre peut être reconnu non plus comme un corps à laver, mais comme une personne confiée, en même temps que le soignant se reconnaît lui-même autrement que comme une machine à faire des toilettes, ce geste est alors de ceux qui parlent efficacement du sens du toucher au sein de la relation. Aider un autre à faire sa toilette ou la lui faire, c'est en quelque sorte lui prêter ses propres mains. Dans ce geste en particulier, elles auront à toucher et parcourir le corps dévêtu. Le prétendu caractère banal du geste, du fait de sa répétition, vacille dès lors que l'on considère la charge symbolique, affective et éthique intrinsèquement liée à la nudité. Et puis dans beaucoup de structures aussi, nous sommes à l'époque du fer. J'aime bien prendre cette image un petit peu de l'âge du fer, F-A-I-R-E, en référence à la période archéologique de l'âge du fer. Alors pourquoi sommes-nous à l'âge du fer ? C'est parce que ce temps de la toilette, c'est un temps qui est bien souvent comptabilisé, rentabilisé, tracé. C'est un temps du fer. D'ailleurs, on le dit, faire une toilette ou faire Madame Untel. Et bien sûr, c'est important de satisfaire les besoins physiologiques de base, selon la pyramide de Maslow par exemple. Voilà, on a fait manger cette personne, elle a bien bu, on l'a rendue propre, le travail est terminé, la famille ne pourra rien dire. Nous cherchons aujourd'hui à combler tout le paraître. Le résident est bien coiffé, bien habillé, il a bien bu, il a bien mangé, il est allé à la selle. Donc on est toujours, vous voyez, sur des besoins de base. Alors attention, je ne dis pas que c'est pas important, mais il n'y a pas que ces besoins-là. Notre vie ne se réduit pas uniquement à des besoins de base, même si, attention, ils sont importants. C'est pour ça que c'est important de poser l'intention dans ce soin. Est-ce que je vais faire une toilette ? Est-ce que je suis là pour rendre uniquement un corps propre, parfumé et bien lavé ? Où sont les besoins d'accomplissement ? Où sont les besoins de partage ? Où sont les besoins de chaleur humaine, de considération ? Alors en référence aux autres besoins, les besoins par exemple de Marshall Rosenberg, qui a élaboré la communication non violente, peut-être que ceux-là, on ne peut pas les cocher, on ne peut pas les tracer sur l'ordinateur. Donc c'est comme s'ils n'existaient pas, et pourtant ils sont bien là, et l'être humain en a fondamentalement besoin, surtout du coup un être humain malade. Ce soin d'hygiène fait référence
aux notions du care et du cure. Et vous voyez que c'est important de ne pas séparer cette notion de care et de cure. Ce que nous faisons a bien sûr de l'importance, mais c'est aussi la manière dont nous le faisons qui compte également. Et il ne peut pas y avoir de cure sans care. Et dans son livre « À quels soins se fier » de Claire Marin et Frédéric Worms, ces deux auteurs nous disent « La configuration socio-économique actuelle, par son approche quantitative du travail, favorise la valorisation et la rétribution de la dimension curative du soin, formalisée et objectivée, au détriment de sa dimension relationnelle, beaucoup plus difficile à comptabiliser. » Et ça résume ce que l'on a dit précédemment. Et encore une référence à Winnicott dans sa conférence sur le care. Ce qu'il cherche à faire dans cette conférence, c'est de relier le care et le cure. D'ailleurs, il regroupe ces deux termes. Il parle de care-cure, l'importance de valoriser la personne et pas seulement la maladie. Il nous dit que la dépendance, la vulnérabilité ont besoin de fiabilité, d'empathie et de confiance. Et vous voyez, ce soin d'hygiène qui peut être banalisé, eh bien, en fait, il demande une grande professionnalisation et une grande technique. Puisque, alors d'ailleurs, il fait partie du rôle propre de l'infirmière, et il demande cet œil avisé de l'aide-soignante ou de l'infirmière pour justement respecter les règles d'hygiène, prévenir l'apparition d'escarres, repérer ce que la personne peut encore faire, et la laisser faire pour préserver aussi son autonomie. Elle demande aussi de la maîtrise des outils de communication, l'empathie, l'écoute active. Et puis c'est aussi un temps d'échange où l'on peut recueillir la parole de la personne. Yves Gineste, qui est le fondateur de l'Humanitude, résume bien tout ça. Il nous dit que la toilette, c'est peut-être le soin le plus complet et le plus complexe pour une soignante, car il requiert une grande capacité de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. Pour conclure, nous pourrions dire que, loin d'être un soin banal, comme nous l'avons démontré, la toilette commence par celle du nourrisson et se terminera par la toilette mortuaire. C'est un temps précieux et sacré. Il y a une immersion avec le contact de l'eau, un élément qui est purificateur dans certaines religions, dans certaines traditions. La toilette du nouveau-né, c'est peut-être symboliquement un moment d'accueil dans la vie, un rite de passage du ventre maternel au monde qui nous entoure. Et puis la toilette mortuaire est aussi un rite qui évoque peut-être un moment de fermeture au monde des vivants. Au cours de notre vie, la toilette pourra symboliser notre préparation à la journée, ou alors le passage de la journée à la nuit pour les personnes qui se lavent le soir. C'est comme un rite de passage, un moment de préparation. Et il me paraissait important de redonner tout son sens et de la présence à ce soin si précieux et si particulier, ce moment de partage, de véritable rencontre entre deux êtres humains. Et pour finir, j'aimerais vous lire un extrait du livre de Martin Buber, « Je et tu ». Dire « tu », c'est n'avoir aucune chose pour objet, car où il y a une chose, il y a une autre chose. Chaque cela confine à un autre cela. Cela n'existe que parce qu'il est limité par d'autres cela. Mais dès qu'on dit « tu », on n'a en vue aucune chose. Tu ne confine à rien. Celui qui dit « tu » n'a aucune chose, il n'a rien, mais il s'offre à une relation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux réfléchir sur ce soin d'hygiène qui est si courant et à la fois si précieux. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.